Ils ont attendu 4 longues heures avant de demander de l'aide après la disparition de Natalie Wood. Robert Wagner, son mari, aurait empêché le capitaine du yacht de lancer immédiatement les recherches. Son récit de la nuit était truffé d'incohérences, soulevant des questions troublantes qui ont perduré pendant des décennies. Lorsque l'affaire a été rouverte plus de 40 ans plus tard, après des années de silence, de secrets et de questions sans réponse, Wagner a refusé de coopérer avec les enquêteurs, renforçant encore les soupçons du public. Aujourd'hui, de nouvelles preuves ont fait surface, jetant un nouvel éclairage sur les événements qui se sont déroulés à bord du Splendor. Le mystère qui hante Hollywood depuis des décennies pourrait enfin être sur le point d'être résolu. La vie de Natalie Wood était un mélange de talents remarquables et de tourments personnels. Née le 20 juillet 1938 à San Francisco sous le nom de Natalia Nikolaevna Zakharenko. Elle était la fille d'immigrants russes, Maria et Nikolai, qui avaient fui leur pays natal à la recherche d'une vie meilleure en Amérique. Mais le rêve américain n'a pas été facile à réaliser. La famille a connu des difficultés financières et a dû repartir de zéro. Maria, cependant, était déterminée à voir sa fille devenir une star. Natalie s'est lancée dans le métier d'actrice presque par hasard. À l'âge de 4 ans, après que sa famille eut déménagé à Santa Rosa, elle a été repérée par une équipe de tournage qui tournait à proximité. Séduit par sa présence, ils lui ont proposé un petit rôle. Peu après, elle a décroché un bref rôle dans Happy Land, apparaissant à l'écran pendant seulement 15 secondes. Mais cela a suffi pour marquer le début d'une carrière extraordinaire. Ces quelques instants ont suffi pour faire forte impression. Le réalisateur Irving Pitchell l'a remarqué et est resté en contact avec la famille, attendant le bon moment pour l'aider à percer dans l'industrie. Finalement, Pitchell a contacté Maria avec une nouvelle passionnante. Il avait un rôle qui, selon lui, serait parfait pour Natalie. Sans hésiter, Maria a fait ses valises et a déménagé à Los Angeles avec sa famille, convaincue que c'était la grande chance de Natalie. Son père n'était pas tout à fait d'accord, mais la détermination de Maria l'a emporté. Elle était certaine que sa fille était destinée à un grand avenir. À l'âge de 7 ans, Natalie décrocha son premier grand rôle, celui d'une orpheline allemande dans Tomorrow is Forever. En 1946, aux côtés d'Orson Welles et Claudette Colbert, ce rôle fut semé d'embûches. Dans une scène émouvante, Natalie devait pleurer sur commande, mais elle avait du mal à verser de vraies larmes. Dans un geste choquant, sa mère déchira un papillon devant elle pour la forcer à réagir émotionnellement. Natalie fondit en larmes, livrant une performance déchirante. Mais cette expérience fut profondément perturbante pour une enfant aussi jeune. Malgré la pression, le talent de Natalie était indéniable. Orson Welles déclara plus tard qu'il était presque inquiétant de voir qu'elle ne se contentait pas de suivre le script, mais qu'elle jouait avec son cœur. Ces éloges étaient un signe de ce qui allait suivre. Natalie Wood n'était pas une enfant d'actrice comme les autres. Elle était naturelle, et Hollywood allait bientôt le remarquer. La carrière de Natalie Wood a continué à prendre de l'ampleur alors qu'elle continuait à travailler avec le réalisateur Irving Pitchell, jouant dans The Bride Wore Boots. Elle a rapidement signé avec la 20th Century Fox, décrochant le rôle de la fille de John Tierney dans The Ghost and Mrs. Muir en 1947. À cette époque, elle avait déjà prouvé qu'elle n'était pas seulement une enfant actrice mignonne, mais qu'elle avait un réel talent et qu'elle pouvait tenir tête aux plus grandes stars d'Hollywood. Sa grande percée eut lieu plus tard dans l'année avec Miracle sur la 34e rue, incarnant une petite fille intelligente et sceptique qui ne croyait pas au Père Noël. Elle charma le public lorsque les doutes de son personnage furent mis à l'épreuve par un gentil employé de grand magasin joué par Edmund Gwenn, qui était peut-être le vrai Père Noël. Le film est devenu un classique de Noël très apprécié et a fait de Natalie une star. Après Miracle sur la 34e rue, elle est devenue l'une des enfants stars les plus célèbres d'Hollywood. Sa popularité croissante lui a même valu d'être invitée à participer à la parade de Thanksgiving de Macy's, un honneur rare pour une personne aussi jeune. Mais malgré le glamour, la vie d'enfant actrice n'était pas facile. Elle devait concilier sa carrière naissante et ses études.
car la loi californienne obligeait les enfants acteurs à passer au moins 3 heures par jour à l'école pendant le tournage. Pour respecter cette exigence, elle étudiait sur le plateau, suivant ses cours jusqu'à l'âge de 18 ans. Elle était une élève brillante, particulièrement douée en mathématiques. Le réalisateur Joseph L. Mankiewicz, qui a travaillé avec elle sur The Ghost and Mrs. Muir, l'a un jour qualifiée d'enfant la plus intelligente qu'il ait jamais rencontrée. Même si cela pouvait sembler être un compliment, Natalie se sentait coupable que l'équipe doive souvent attendre qu'elle ait fini l'école chaque jour avant de pouvoir commencer le tournage. Dès que ses cours étaient terminés, elle se précipitait sur le plateau, impatiente de prouver qu'elle avait sa place à Hollywood. Le métier d'actrice pouvait sembler être un travail de rêve, mais la réalité était beaucoup plus dure. À l'âge de 8 ans, elle travaillait déjà jusqu'à 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Les exigences étaient incessantes et personne ne semblait se soucier de l'impact que cela avait sur elle. L'accent était toujours mis sur la perfection de la prise, peu importe à quel point elle était épuisée. Sa carrière a pris un tournant dramatique lorsqu'elle a joué dans La Fureur de vivre. 1955, le film, qui dépeignait les difficultés de la rébellion adolescente, a trouvé un écho auprès du public. Et les critiques ont été particulièrement impressionnés par la performance de Natalie dans le rôle de Judy. Sa capacité à insuffler une émotion brute et authentique à son personnage l'a distinguée et a prouvé qu'elle n'était plus seulement une enfant star. Elle était une actrice sérieuse. Obtenir le rôle n'a pas été facile. Le réalisateur Nicholas Ray ne croyait pas qu'elle pouvait incarner de manière convaincante une adolescente rebelle, car elle avait toujours été choisie pour des rôles plus innocents. Il a envisagé d'autres actrices, dont Debbie Reynolds, mais Natalie a refusé de renoncer. Déterminée à faire ses preuves, elle a déclaré avec audace à Ray que s'il ne la laissait pas passer l'audition, elle s'enfuirait de chez elle et deviendrait une véritable délinquante. Sa persévérance a payé et elle a décroché le rôle. Une fois le rôle obtenu, elle se jeta à corps perdu dans la préparation, déterminée à donner le meilleur d'elle-même. Mais dans les coulisses, les choses n'étaient pas aussi glamour qu'elles le semblaient. Natalie n'avait que 16 ans lorsqu'elle entama une relation avec Nicholas Ray, alors âgé de 43 ans. À l'époque, beaucoup y voyaient une preuve de son dévouement au rôle, car elle s'était complètement immergée dans l'univers de Judy. Mais des années plus tard, elle repense à cette période avec regret. Elle décrit cette relation comme douloureuse et comme quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. L'impact émotionnel s'est resté présent longtemps après la fin du tournage. La fureur d'être jeune est devenue un portrait emblématique de l'angoisse adolescente, consolidant la place de Natalie à Hollywood. Mais pour elle, le succès a eu un prix, alors qu'elle naviguait entre la célébrité, des relations compliquées et la pression de grandir sous les projecteurs. La frontière entre sa vie personnelle et ses rôles est devenue de plus en plus floue. Le tournage de La Fureur est aussi source de nombreux défis. Pendant la production, Natalie et son partenaire à l'écran, Dennis Hopper, ont été impliqués dans un accident de voiture. Bien qu'elle n'ait pas été gravement blessée, cet incident n'a fait qu'ajouter à la réputation rebelle du film. La véritable tragédie survint peu après la fin du tournage. James Dean, l'acteur principal du film, mourut dans un accident de voiture. Sa mort soudaine bouleversa l'équipe du film et donna au film une dimension émotionnelle encore plus profonde. Lorsque Rebel Without a Cause est enfin sorti, la performance de Natalie s'est démarquée. Son interprétation de Judy, une adolescente troublée en quête d'amour et d'acceptation, a touché le public et les critiques. Elle était brute, émouvante et totalement authentique, prouvant qu'elle était bien plus qu'une simple jeune actrice. Elle était une star en devenir. La reconnaissance ne tarda pas à venir. En 1956, Natalie fut nominée aux Oscars dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle. Même si elle ne remporta pas le prix, cette nomination fut un moment important dans sa carrière, montrant à Hollywood qu'elle avait le talent nécessaire pour rivaliser au plus haut niveau. La même année, elle remporta le Golden Globe de la meilleure nouvelle actrice, consolidant ainsi son statut de star montante. Forte de cet élan, de nouvelles opportunités se présentèrent et Natalie passa du statut d'enfant actrice à celui de grande dame du cinéma.
En 1961, elle s'était imposée comme l'une des stars les plus brillantes d'Hollywood grâce à deux performances inoubliables. Dans Splendor in the Grass, elle incarnait Deanie, une jeune femme aux prises avec un chagrin d'amour et une maladie mentale. Déterminée à apporter de l'authenticité à son rôle, elle a visité des hôpitaux psychiatriques pour étudier les patients, s'assurant que chaque émotion qu'elle exprimait semblait réelle. Une scène particulièrement intense, où Deanie fait une crise dans une baignoire, était si puissante qu'elle a été tournée en une seule prise. Le film a connu un succès retentissant et a valu à Natalie sa deuxième nomination aux Oscars. Immédiatement après, elle a joué le rôle de Maria dans West Side Story, l'une des comédies musicales les plus appréciées de tous les temps. Incarner une jeune portoricaine qui tombe amoureuse d'un membre d'un gang rival, Natalie a apporté chaleur et profondeur au rôle, même si sa voix a été doublée par une autre artiste. West Side Story est devenu un énorme succès, remportant 10 Oscars, dont celui du meilleur film. Ces deux films ont marqué un tournant dans sa carrière. À seulement 23 ans, elle avait prouvé sa polyvalence et s'était imposée comme l'une des actrices les plus demandées d'Hollywood. En 1963, Natalie a endossé un nouveau rôle audacieux dans Love with the Proper Stranger, dans lequel elle incarnait une femme confrontée à une grossesse non désirée. Le film abordait des sujets tabous, notamment l'avortement, que Hollywood explorait rarement à l'époque. Une scène particulièrement émouvante, dans laquelle son personnage subit une tentative d'avortement traumatisante, a été improvisée, mettant en évidence la capacité de Natalie à puiser dans des émotions brutes et sans filtre. Sa performance lui a valu une 3e nomination aux Oscars, renforçant sa réputation d'actrice puissante. Malgré son succès, Natalie se sentait prisonnière des rôles qui lui étaient proposés. Elle ne voulait pas être cataloguée et aspirait à des rôles plus stimulants. En 1966, elle prend une décision audacieuse. Elle paye 175 000 $ pour rompre son contrat avec Warner Brothers. Elle a même refusé des films importants comme Barefoot in the Park, estimant qu'ils ne lui permettraient pas de progresser en tant qu'actrice. Mais s'éloigner du système hollywoodien comportait des risques. Elle est devenue moins visible et les offres se sont faites plus rares. La pression de devoir façonner sa propre carrière tout en faisant face à des difficultés personnelles est devenue insupportable. La même année, elle a tenté de se suicider en prenant une overdose de somnifères. Heureusement, elle a survécu, mais cet incident l'a obligée à tout remettre en question. Elle a quitté le monde du cinéma, licencié toute son équipe et s'est concentrée sur sa santé mentale. Ce fut un redémarrage difficile mais nécessaire, alors qu'elle tentait de reprendre le contrôle de sa carrière et de sa vie personnelle. La carrière de Natalie Wood a pris un tournant majeur en 1969, lorsqu'elle est revenue au grand écran après une pause de 3 ans. Elle a joué dans Bob et Carol et Ted et Alice, un film audacieux et non conventionnel qui a connu un succès immédiat. Sorti le 17 septembre 1969, il a rapporté la somme impressionnante de 31,9 millions de dollars pour un budget modeste de 2 millions de dollars. À l'aube des années 1970, Natalie a commencé à se détourner des grands films pour se consacrer à la télévision, souhaitant passer plus de temps avec sa famille tout en s'adaptant à l'évolution de l'industrie du divertissement. Son premier grand projet télévisé est arrivé en 1973 avec The Affair, où elle incarnait une femme mariée impliquée dans une liaison secrète. La série a connu un énorme succès, attirant environ 30 millions de téléspectateurs et prouvant qu'elle pouvait tout autant capter l'attention sur le petit écran que sur le grand. En 1976, elle a endossé le rôle de Maggie dans une adaptation télévisée de Cat on a Hot Tin Roof, un rôle rendu célèbre par Elizabeth Taylor. Les critiques ont salué son interprétation, soulignant la profondeur qu'elle apportait au personnage. Puis, en 1979, Natalie a joué dans la mini-série From Here to Eternity, qui est devenue un événement télévisé majeur, diffusé sur 5 soirs. Elle a attiré 39 millions de téléspectateurs chaque soir. Sa performance a été largement saluée et, après 7 nominations, elle a enfin remporté le Golden Globe de la meilleure actrice. La vie personnelle de Natalie a également changé pendant cette période. En 1972, 10 ans après leur divorce, elle s'est remariée avec Robert Wagner.
se concentrant désormais sur sa famille. Elle a beaucoup moins joué que dans les années 1950 et 1960. Au cours de toute cette décennie, elle n'est apparue que dans 4 films. Son dernier film, Brainstorm, est un thriller de science-fiction tourné en 1981. Elle y incarne une scientifique travaillant sur un appareil capable d'enregistrer les expériences humaines, un concept qui permettait des effets visuels saisissants. Le film utilisait une technologie de pointe en 70 mm pour créer son aspect unique. Tragiquement, Natalie décède le 29 novembre 1981, à l'âge de 43 ans, avant que le film ne soit terminé. La plupart de ces scènes ayant déjà été tournées, la production a été suspendue et, à un moment donné, le studio a même envisagé d'annuler le projet afin de toucher l'argent de l'assurance. Cependant, le réalisateur Douglas Trumbull s'est battu pour terminer le film en hommage à Natalie. Les scènes restantes ont été réalisées grâce à un montage créatif, à des doublures et même à sa sœur, Lana Wood. Brainstorm est finalement sorti le 30 septembre 1983, près de 2 ans après la mort de Natalie. Bien qu'il n'ait pas eu un grand succès au box-office, les critiques ont salué ses effets spéciaux innovants et son scénario ambitieux. Au fil du temps, il a acquis un statut culte, beaucoup le considérant comme un film de science-fiction important. Au-delà de ses concepts futuristes, le film a une grande valeur émotionnelle, car il s'agit de la dernière performance de Natalie Wood, ce qui lui confère une place durable dans son héritage hollywoodien. Le premier mariage de Natalie Wood avec Robert Wagner semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Elle était amoureuse de lui depuis son enfance et avait même dit à sa mère qu'elle l'épouserait un jour. À 18 ans, son rêve d'enfant est devenu réalité lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter. Leur romance fulgurante a abouti à un mariage le 28 décembre 1957 à Scottsdale, en Arizona. Aux yeux du monde extérieur, ils formaient le couple doré d'Hollywood. Mais en coulisses, leur mariage connaissait des difficultés. Alors que la carrière de Natalie prenait son envol, Robert ne suivait pas le rythme, ce qui créait des tensions entre eux. En 1961, leur relation était en train de s'effondrer. Certaines sources suggèrent que Natalie aurait surpris Robert dans une situation compromettante, avec un autre homme chez eux. Si cela était vrai, cela aurait été un énorme scandale à Hollywood à l'époque. Quelle que soit la cause exacte, le mariage n'a pas duré. Ils se sont séparés en juin 1961 et leur divorce a été prononcé le 27 avril 1962. Après leur séparation, Natalie s'est engagée dans une relation avec Warren Beatty, mais celle-ci était loin d'être stable. Elle l'a plus tard décrite comme émotionnellement épuisante et marquée par des disputes constantes. Pendant ce temps, Robert avait du mal à se remettre de la rupture et a quitté Los Angeles pour passer du temps en Europe. Mais leur histoire n'était pas encore terminée. Une décennie plus tard, ils se retrouveront, prouvant que leur lien n'avait jamais vraiment disparu. Le deuxième mariage de Natalie fut avec le producteur britannique Richard Gregson, qu'elle rencontra par l'intermédiaire de leur ami commun, Robert Redford. Après 3 ans de relation, ils se marièrent le 30 mai 1969 lors d'une cérémonie orthodoxe russe en Californie. Au début, cela semblait être le nouveau départ dont elle avait besoin. Elle avait souffert de troubles psychologiques après son premier divorce et sa relation chaotique avec Warren Beatty. Mais avec Richard, sa vie semblait plus stable. Leur bonheur s'est accru avec la naissance de leur fille, Natasha, en septembre 1970. Cependant, les choses ont commencé à changer lorsque Natalie s'est davantage consacrée à son rôle de mère. Richard a commencé à se sentir distant et leur déconnexion émotionnelle s'est accentuée. Finalement, il a eu une liaison avec la secrétaire de Natalie. Quand elle l'a découvert, elle a été dévastée. Elle l'a immédiatement confrontée, l'a mise à la porte et a demandé le divorce le 4 août 1971. La séparation a été douloureuse, mais elle est restée concentrée sur l'éducation de Natasha. Malgré son chagrin, elle a continué à aller de l'avant, déterminée à reconstruire sa vie. L'histoire d'amour de Natalie et Robert ne s'est pas terminée avec leur divorce. Près d'une décennie après leur séparation, ils se sont retrouvés de manière inattendue. Pendant leur séparation, ils s'étaient tous deux remariés, Robert avec l'actrice Marion Marshall et Natalie avec Richard Gregson.
Mais au début de l'année 1972, ils étaient tous deux célibataires. En janvier de cette année-là, ils se sont retrouvés et ont rapidement ravivé leur romance. Ces retrouvailles ont été intenses et inattendues, même pour Natalie. Ses amis lui ont conseillé de prendre son temps, mais elle estimait qu'elle et Robert avaient mûri et que leur amour était plus fort cette fois-ci. Elle pensait qu'il était devenu l'homme qu'elle avait toujours espéré qu'il soit. Et à mesure qu'ils se redécouvraient, leur lien ne faisait que se renforcer. Leur relation a évolué rapidement et, le 16 juillet 1972, ils étaient prêts à se remarier. Cette fois-ci, ils ont choisi un cadre plus intime et romantique, un yacht nommé Ramblin' Rose, ancré au large de Malibu. L'océan offrait un magnifique décor, rendant la cérémonie intime et spéciale. Leur deuxième mariage était comme un nouveau départ, une chance d'avancer ensemble. Malgré les hauts et les bas de leur passé, Natalie et Robert semblaient avoir mûri et leur amour renouvelé en était le reflet. Leur décision de se remarier témoignait de la profondeur de leur lien et de leur foi en une seconde chance. Cette fois-ci, leur mariage semblait plus solide. En 1974, ils ont accueilli leur fille, Courtney. Et Robert a endossé le rôle de beau-père pour Natasha, la fille de Natalie issue d'un précédent mariage. Pendant un certain temps, tout semblait parfait. Ils avaient la vie de famille dont ils avaient toujours rêvé et semblaient avoir enfin trouvé le bonheur durable. Mais ce bonheur a été de courte durée, car en 1981, Natalie a perdu la vie dans des circonstances mystérieuses. Le 28 novembre 1981, elle est décédée lors d'un voyage à Catalina Island. Elle avait embarqué à bord du yacht Splendor avec son mari, Robert Wagner, son partenaire à l'écran, Christopher Walken, et le capitaine du yacht, Dennis Davern. Ce qui devait être une escapade relaxante a pris une tournure tragique. À l'origine, ils avaient prévu d'inviter d'autres amis, mais finalement, ils n'étaient que 4 à faire le voyage. Le voyage a commencé le vendredi 27 novembre 1941. Lorsqu'ils ont quitté Marina del Rey et ont jeté l'ancre à Avalon, une petite ville de l'île de Catalina. Natalie, Robert et Christopher passèrent la journée à faire du shopping et à boire un verre, tandis que Dennis restait sur le yacht. Tout semblait normal au début, mais ce qui se passa la nuit suivante allait laisser derrière lui des années de questions sans réponse. Le samedi, Wagner décida de déplacer le yacht vers un endroit plus calme appelé Two Harbors, en raison de la détérioration des conditions météorologiques. Il faisait froid, il y avait du vent et il pleuvait, et la mer était agitée, ce qui rendait le voyage tout sauf relaxant. Ce soir-là, le groupe se rendit au Doug's Harbor Reef, le seul restaurant de la région. Ils arrivèrent à 17 heures et passèrent des heures à boire du champagne, du vin et des cocktails. Lorsqu'ils sont partis à 22h30, ils étaient visiblement ivres. Le personnel du restaurant s'est souvenu plus tard à quel point ils étaient ivres. À 23:05, une dispute a éclaté. Wagner aurait crié « Sortez de mon bateau !» Ah, puis, tout est devenu silencieux. À ce moment-là, Marilyn Wayne, une femme se trouvant sur un bateau voisin, a entendu une femme appeler à l'aide. La voix continuait de crier « À l'aide! À l'aide! Quelqu'un! Je me noie! » pendant environ 15 minutes. Cet appel à l'aide glaçant a amené les gens à s'interroger sur ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Le mystère était d'autant plus grand que Natalie avait une peur profonde de l'eau sombre. Elle en avait parlé à plusieurs reprises auparavant, ce qui rendait difficile de croire qu'elle aurait quitté le yacht de son propre chef, surtout dans des conditions difficiles au milieu de la nuit. Sa mort a soulevé plus de questions que de réponses, laissant derrière elle un nuage de suspicion qui persiste encore aujourd'hui. Les recherches pour retrouver Natalie Wood n'ont pas commencé immédiatement. Les gardes-côtes n'ont été contactés qu'à 3h30 du matin, plus de 4 heures après sa disparition. Roger Smith, le capitaine du bateau de sauvetage qui a finalement retrouvé son corps, a révélé plus tard qu'il n'avait été prévenu qu'à 5h11, soit près de 6 heures plus tard. Ce retard dans la réaction n'a fait qu'alimenter les questions sur la manière dont la situation avait été gérée. Elle aurait pu se battre avec quelqu'un avant de finir dans l'eau. Le rapport a également révélé que son taux d'alcoolémie était de 0,14%
et qu'elle avait pris des comprimés contre le mal de mer et des analgésiques. La combinaison de l'alcool et des médicaments, ainsi que les circonstances de sa mort, ont renforcé les soupçons entourant ce qui s'était réellement passé. Des témoignages font également état d'une violente dispute entre Natalie et son mari, Robert Wagner, cette nuit-là. Des témoins ont décrit la dispute comme intense et tendue. La police a pris ces informations au sérieux et le lieutenant John Corina, qui dirigeait l'enquête, a confirmé avoir reçu des informations crédibles de plusieurs sources, susceptibles d'aider à reconstituer les événements qui ont précédé la mort tragique de Natalie. Avec tant de questions sans réponse, le mystère entourant cette nuit sur le Splendor n'a fait que s'épaissir. Grâce au progrès de la technologie médico-légale, les enquêteurs ont repris espoir de découvrir de nouvelles preuves dans l'affaire Natalie. Un indice clé est venu de John Payne et de sa petite amie, Marilyn Wayne, qui se trouvait sur un bateau voisin cette nuit-là. Ils ont affirmé avoir entendu une femme crier « À l'aide !» « Au secours !» « Quelqu'un !» First Manure. Les cris semblaient provenir du Splendor. Ils ont également entendu la voix d'un homme qui semblait ivre. Répondre « D'accord, chérie !» Cet échange glaçant ne faisait que rendre l'affaire plus troublante. Marilyn a déclaré plus tard qu'elle avait été profondément bouleversée par ce qu'elle avait entendu et a même affirmé que Natalie lui avait dit un jour que Wagner allait la tuer. Si le témoignage de Marilyn était exact, cela suggérait une réalité beaucoup plus sombre concernant la relation entre Natalie et Wagner. Une réalité qui était restée largement cachée au public. Ces nouvelles informations révélaient des tensions entre le couple, laissant penser que les événements de cette nuit-là n'étaient pas aussi simples qu'ils le semblaient au premier abord. Alors que les enquêteurs s'efforçaient de relier les points, une question urgente se posait. La mort de Natalie était-elle vraiment accidentelle? Ou y avait-il quelque chose de plus sinistre derrière tout ça? En août 2012, un développement majeur dans l'affaire a changé la classification officielle de la mort de Natalie. Pendant des décennies, la cause de sa mort avait été enregistrée comme une noyade accidentelle. Mais après des mois d'enquête, son certificat de décès a été modifié pour inclure la noyade et d'autres facteurs indéterminés. Ce n'était pas un changement anodin. Il reflétait la conviction croissante que la mort de Natalie était plus qu'un simple accident tragique. Au cours de cette période, la version des faits de Robert Wagner a commencé à changer. Il a admis avoir beaucoup bu ce soir-là et avoir eu une dispute avec Christopher Walken au sujet de la carrière de Natalie. Il a également avoué avoir perdu son sang-froid, déclarant « J'ai pris une bouteille de vin, je l'ai jetée sur la table et je l'ai cassée en morceaux. » Cela contrastait fortement avec ses déclarations précédentes, dans lesquelles il avait minimisé la gravité des événements de la nuit. Ces nouveaux aveux correspondaient davantage à ce que le capitaine Dennis Davern, capitaine du yacht, affirmait depuis des années, suggérant que la situation à bord du Splendor cette nuit-là avait été bien plus chaotique et troublante que ce que Wagner avait laissé entendre au départ. Les incohérences dans le récit de Wagner, ainsi que les modifications apportées à la cause officielle du décès de Natalie, ont marqué un tournant dans l'enquête. De plus en plus de personnes ont commencé à se demander si sa mort était vraiment accidentelle ou s'il y avait quelque chose de beaucoup plus sombre derrière. L'un des aspects les plus suspects du comportement de Wagner était son manque de coopération avec les enquêteurs. Lorsque l'affaire a été rouverte en 2018, le lieutenant John Corina a déclaré publiquement « Je ne l'ai pas vu donner des détails qui correspondent à ceux des autres témoins. » Le récit de Wagner ne correspondait pas à ce que les autres avaient rapporté. Le 1er février 2010, près de 37 ans après la mort de Natalie, Wagner a été officiellement désigné comme personne d'intérêt. Christopher Walken, qui se trouvait également sur le yacht cette nuit-là, était resté très discret sur l'affaire. Cependant, dans une interview accordée à Playboy en 2012, il a finalement fait part de ses réflexions. Il a suggéré que seule Natalie savait ce qui s'était réellement passé, car elle était seule lorsqu'elle est tombée par-dessus bord. Il s'est souvenu qu'elle était allée se coucher avant tout le monde et a émis l'hypothèse qu'elle était peut-être sortie pour ajuster un canot pneumatique qui cognait contre le côté du bateau. Même après des décennies, le mystère de la mort de Natalie Wood persiste.
Les versions changeantes de Wagner et son refus de coopérer pleinement avec les enquêteurs n'ont fait qu'alimenter les spéculations. Les nombreuses questions sans réponse ont laissé les gens se demander ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Puis, en 2021, une révélation troublante a été faite. La sœur de Natalie, Lana Wood, a publié un livre dans lequel elle révélait un secret profondément troublant datant de 1955. Lorsque Natalie n'avait que 16 ans, à l'époque, la mère de Natalie avait organisé une rencontre avec Kirk Douglas, espérant que son influence pourrait aider la carrière de sa fille. En tant que l'une des plus grandes stars d'Hollywood, il avait le pouvoir d'ouvrir des portes. Mais cette nuit-là, les choses ont pris une tournure sombre. Lorsque Natalie est revenue à la voiture, elle semblait bouleversée. Ses vêtements étaient froissés et elle a murmuré quelque chose d'urgent à sa mère. Lana, qui n'était encore qu'une enfant, ne comprenait pas ce qui s'était passé, mais elle sentait que quelque chose n'allait vraiment pas. Des années plus tard, Natalie s'y confia à Lana, lui révélant enfin la douloureuse vérité. « Il m'a fait du mal, Lana. » Ces 4 mots